Allez, salut chers abonnés. Parce que je vous considère déjà abonné à cette chaîne. Moi, c'est tout seul l'entrepreneur pour Entrepreneuriat TV. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entreprise publique pour la formation en entrepreneuriat et de sa création à son mode de fonctionnement. C'est important de connaître l'entreprise publique, son mode de fonctionnement. Voilà, ça nous permet aussi d'ouvrir notre esprit entrepreneurial. Voilà, quand on ne sait jamais. Voilà. Et donc, nous allons aller directement. Voilà. À partir de cette formation, nous allons voir l'entreprise publique. Nous allons voir de la privatisation d'une entreprise publique, la nationalisation d'une entreprise privée et voilà la création aussi d'une entreprise privée. Donc, à vous de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos sur cette étape-là. Donc, nous allons aller directement, voilà, pour présenter tout simplement que l'entreprise publique, institution dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière relevant du secteur public et exerçant une activité industrielle et commerciale. Donc, on se comprend bien par là pour dire que l'entreprise publique, quand on parle d'entreprise publique, elle exerce une activité industrielle et commerciale. Voilà, une activité industrielle et commerciale. C'est là qu'on parle d'une entreprise publique. Voilà, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce point-là. Voilà. Il est de plus en plus rare que l'État gère ses activités économiques directement. En régie, voilà, selon l'expression habituellement utilisée, voilà le mot en régie, voilà, je pense que en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont l'habitude, dans le temps qui suivent la RTI, on entendait souvent la régie publicitaire, je pense bien, la régie, la RTI et bien tout ça, qui est l'expression habituellement utilisée pour les entreprises voilà, d'État. Voilà, donc on va continuer. C'est essentiellement par le biais des entreprises publiques que s'effectue cette gestion. Donc on va aller pour mieux comprendre. Voilà, pour dire tout ça encore, pour comprendre, il est de plus en plus rare que l'État gère ses activités économiques directement. En régie, selon l'expression habituelle utilisée, c'est essentiellement par le biais des entreprises publiques que s'effectue cette gestion. Donc, on parle de, voilà, c'est simplement que par le biais des entreprises publiques que l'État gère ses activités économiques. Voilà, l'État gère ses activités économiques par le biais des entreprises publiques en régie. Voilà, donc si je me fais bien comprendre. La création d'institutions relativement autonomes est de loin la plus pratiquée. Leur dénomination est parfois trompeuse. Ainsi, la Régie autonome des transports parisienne, RATP, est une entreprise publique car elle est constituée sous forme d'établissement public, industriel et commercial. Donc là, on précise toujours bien, en une entreprise publique exerce une activité industrielle et commerciale. Ok, donc on continue. Il existe deux manières de créer une entreprise publique. Elle peut être directement créée par l'État ou par ses démembrements. Voilà, donc on parle, l'État directement peut constituer une entreprise ou par ses démembrements. Quand on parle de démembrement, je peux prendre pour exemple, on parle de direction, voilà, de tel ministère, direction de tel département ministériel, voilà, un truc comme ça qui crée encore d'autres entreprises. Ok, donc on va prendre un exemple, sur des entreprises françaises, hein, voilà, puisque nous sommes sur Internet, voilà, de la Côte d'Ivoire, la France et nos pays de référence, donc on s'appuie toujours sur elle. Donc, tel est le cas, par exemple, du commissariat à l'énergie autonome qui a été créé en 1945 et les réseaux ferrés de France qui a été créé en 1997. Pour la Côte d'Ivoire, c'est les exemples je pense qu'on connaît bien les entreprises publiques. Donc, pour simplement se renseigner sur une telle entreprise, il faut aller sur Internet. Donc, ce sont des exemples pour passer, voilà, tout simplement pour comprendre qu'est-ce qui est une entreprise publique. Donc, voilà, on parle du réseau ferroviaire de France qui a été créé en 1997, chargé de ce réseau
et de son développement en lieu et place de la CNCF. Ok, on continue. En deuxième lieu, comme on a dit, il y a deux manières de créer une entreprise publique. C'est la première que nous avons citée. La deuxième, maintenant, nous allons citer, qui est, elle peut entrer dans le secteur public par le biais d'une nationalisation. Donc, comme je vous avais dit, quand on parle de nationalisation, c'est dire que c'est une entreprise privée qui a été constituée par des personnes, des particuliers qui a peut-être intéressé cette entreprise en menant des bonnes activités, a été repéré par l'État. Donc, l'État peut s'approcher de ces particuliers, demander à ce qu'elles soient nationalisées. Lorsqu'on sait que cette entreprise vraiment propose des produits ou services utiles pour la société. Donc, on continue. La plupart des entreprises publiques ont été créées à l'occasion notamment des deux grandes vagues de nationalisation qui ont eu lieu, l'une à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et l'autre en 1982. Donc, on se comprend bien. Voilà. La plupart des entreprises publiques ont été créées à l'occasion notamment des deux grandes vagues de nationalisation qui ont eu lieu, l'une à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et l'autre en 1982. Donc, on comprend cela que c'était d'abord des entreprises privées qui étaient là, si je pense bien, puisqu'on parle de nationalisation, ce qui veut dire que c'était des entreprises privées qui étaient là, qui ont été nationalisées, voilà, à l'issue, en lieu, bon, on parle encore de la Seconde Guerre mondiale, voilà, et en 1982. Donc, on va continuer. À noter qu'à partir de 1986, le nombre des entreprises publiques ont fortement diminué du fait des privatisations. Cependant, le secteur public comporte encore un grand nombre d'institutions. Je pense qu'à partir de cet exemple-là, on prend aussi un exemple aussi sur la Côte d'Ivoire. Voilà, on avait beaucoup d'entreprises publiques qui étaient sous la direction des Ivoiriens, autant de nos présidents, Félix Houphouët-Boigny. Voilà, où on ne va pas parler de politique, mais c'est ce qui est la réalité par rapport à notre histoire au niveau des entreprises publiques. Voilà, où il y a eu, vu la situation économique qui était un peu difficile, le président Félix Houphouët-Boigny a eu comme pour conseil de faire appel à un premier ministre. Il n'y avait pas en ce temps un premier ministre. Le premier ministre qui est notre président actuel, le président Alassane Dramane Ouattara, voilà, qui est notre président. Et donc, qui est venu, qui a économiquement, dans un système économique, et ce qui est réel, économiquement, et même dans tous les grands pays développés, la privatisation des entreprises publiques ont permis à ces pays-là de se développer. Et donc, ce président, ce premier ministre, dans le temps, qui est M. Alassane Dramane Ouattara, qui a décidé de privatiser dans le système économique, a décidé de privatiser ces entreprises publiques qui étaient en toute sincérité mal gérées par nos devanciers, je dis nos devanciers, bien sûr, nos parents, qui étaient vraiment mal gérés. Ces entreprises partaient en faillite. Ils n'arrivaient plus à satisfaire aux besoins de l'État. Donc, ce qui a été le cas, donc notre entreprise a été privatisée, je pense bien dans les années 90, puisque voilà, on a eu, si je ne me trompe pas, je pense bien, voilà, dans les années entre 86 et 90, voilà. Oui, bien sûr, je me souviens. Voilà, donc dans ce type d'année-là, on a eu vraiment une privatisation de nos entreprises publiques pour mauvaise gestion de la part de nos dirigeants, voilà, dirigeants des entreprises publiques là. Et donc, c'était un peu pour vous donner un exemple sur ce fait-là. Donc, il est normal, économiquement, il est normal que, selon moi aussi, mes expériences et après des études, j'ai compris aussi le bien fondé de la privatisation des entreprises publiques. Car pour une bonne gestion économique de l'État, il faudrait privatiser.
privatiser une entreprise permet une bonne gestion. Voilà, favorise une bonne gestion, que cela vient à une entreprise publique et gérée par un administrateur public. Voilà, on en a vu les preuves. Voilà, on en a vu les preuves. Donc, il n'est pas mauvais de privatiser des entreprises publiques. OK. Donc, on va continuer. Je pense si voilà, on va reprendre là. À noter qu'à partir de 1986, le nombre des entreprises publiques a fortement diminué du fait des privatisations. Cependant, le secteur public comporte encore un grand nombre d'institutions. Il est nécessaire de savoir précisément ce que l'on attend par entreprise publique, car cette dernière est dotée d'une organisation et d'un régime particulier. Donc, on va aller à la notion d'entreprise publique. Pour bénéficier de l'appellation entreprise publique, une entreprise doit réunir 3 conditions. Elle doit exercer une activité industrielle et commerciale. Comme je vous ai dit plus haut pourquoi j'ai insisté sur une entreprise publique, doit exercer une activité industrielle et commerciale. Voilà, c'est ce qui est là. Voilà, au niveau de la notion d'entreprise publique. Pour bénéficier de l'appellation entreprise publique, une entreprise doit réunir 3 conditions. La première condition est qu'elle doit exercer une activité industrielle et commerciale. Par exemple, on va prendre la Banque de France, comme j'ai dit, on est sur Internet, voilà, et donc c'est la France, nos pays de référence, on va s'appuyer sur elle. Voilà. Par exemple, la Banque de France, bien qu'étant une société à capital entièrement public, ne peut être considérée comme une entreprise publique, car son activité est principalement administrative et politique. Voilà, on se comprend très bien. Son activité est principalement administrative et politique. Donc, on ne parlera pas des entreprises publiques, là, la Banque de France. Le fait qu'elle exerce accessoirement une activité industrielle et commerciale ne fait pas d'elle une entreprise publique. OK. En revanche, France Télécom est une entreprise publique, car son activité est principalement industrielle et commerciale. Il est nécessaire que l'institution soit dotée de la personnalité juridique qui lui attribue une certaine autonomie par rapport à l'État et qui délimite la spécialité de sa fonction. La personnalité juridique peut être publique. C'est la forme d'établissement public S, N, CF, EDF et GDF. Voilà, c'est des abréviations. Voilà, et je pense bien des personnalités juridiques de chaque entreprise. Entre autres, la personnalité juridique peut aussi être de nature privée. L'entreprise publique adopte ainsi la forme des sociétés commerciales de droit commun, généralement des sociétés anonymes. Une entreprise, voilà, on va aller sur la 3e notion. Une entreprise peut être publique encore, peut être publique, doit appartenir au secteur public. Pardonnez, excusez-moi. Une entreprise pour être publique doit appartenir au secteur public. Elle doit avoir un lien avec l'État, lien qui se manifeste par la propriété du capital. Il faut que le capital soit au moins majoritairement public. Par exemple, France Télécom n'a pas encore été privatisé, son capital étant majoritairement détenu par l'État. Ok. Donc là, on veut un peu parler, puisque en ce qui concerne le capital, c'est, voilà, quand on parle de capital, je pense qu'on se comprend très bien. Pour qu'une entreprise soit publique, il faudrait qu'au moins l'État ou l'institution publique doit détenir au moins 51% des 100% du capital social.
Voilà, donc le minimum, c'est-à-dire qu'il doit avoir au moins 51% et au plus. Voilà. Donc, il doit avoir la majorité du capital dans l'entreprise pour qu'elle soit une entreprise publique. Dans d'autres cas, elle est une entreprise privée. Donc, on va continuer. Il convient de noter que pour l'application de certaines règles, la définition d'entreprise publique est différente. Le droit communautaire adopte par exemple une définition très large de ce concept pour l'application des dispositions du traité de Rome relatives à la concurrence et aux aides d'État. Par exemple, par entreprise publique, il faut entendre toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante. Du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. Directive de la Commission du 25 juin 1980. Il n'est notamment pas nécessaire qu'elle soit dotée de la personnalité juridique ou qu'elle ait un but lucratif. Ok, je pense qu'on se comprend très bien là. Enfin, il existe des entreprises publiques qui sont chargées des missions de services publics, comme France Télécom par exemple, et d'autres qui ne sont pas, comme Aérospatiale devenue EDS ou la Cogema, excusez-moi pour les mots, c'est des noms un peu, s'il a répété, voilà des noms des entreprises devenues Areva, voilà. Celles qui sont chargées d'une mission de service public sont soumises aux lois du service public. Continuité, égalité, mutabilité. Je pense que un peu chez nous ici en Côte d'Ivoire, France Télécom, on avait Côte d'Ivoire Télécom, voilà, qui est devenu aujourd'hui Orange, voilà, sans faire de publicité, je pense bien, voilà, que nous connaissons déjà tous les entreprises publiques, voilà, on va pas se cacher en tant qu'Ivoiriens, nous connaissons les entreprises publiques, donc on va passer sur cette étape-là, on va aller plus, voilà, directement aux choses utiles, voilà, donc ce sont des exemples qu'on va donner et puis avancer. Donc, comme évoqué plus haut, les entreprises publiques adoptent deux formes statutaires. La société commerciale et établissement public. Un grand nombre de conséquences pratiques en découlent. Par exemple, un établissement public n'est pas doté de capital, ce qui l'empêche de procéder à des échanges de participation croisés. Dans des échanges de participation croisés, voilà, on va voir ça aussi. Voilà, c'est un truc bon. C'est un paragraphe aussi important. On va voir ça par la suite. Pour ceux qui seront abonnés, abonnez-vous et puis on va suivre sur cette étape-là. Pour ceux aussi qui s'intéressent, vous pouvez me faire signe par email et puis je vais vous donner l'information. On va continuer au niveau niveau du document. C'est une des raisons qui ont poussé l'État à modifier les statuts de France Télécom en 1996. Donc on parle de la France. Son principal allié, Deutsche Telekom, ça c'est une entreprise allemande, a pu ainsi entrer dans son capital. Donc c'est clair et net. Mais la diversité de formes statutaires a peu de conséquences juridiques. En effet, leur fonctionnement et le régime juridique applicable est toujours en principe analogue à celui des entreprises privées. L'organisation des entreprises publiques. Les organes des entreprises publiques. Comme dans les sociétés commerciales privées, les organes de direction sont de deux types. Direction générale ou directoire. En règle générale, le directeur général et le président du directoire sont nommés en conseil des ministres par décret.
Le président du conseil d'administration et le président du conseil de surveillance sont nommés dans les mêmes conditions. Donc, dans les entreprises publiques, on parle alors de président du conseil d'administration, voilà, PCA ou président du conseil de surveillance, PCS, hein, sont nommés dans les mêmes conditions, voilà, quand on parle au niveau des conseils des ministres par décret. Cela déroge des règles propres aux sociétés commerciales, car dans la plupart des situations, il n'existe pas d'assemblée générale. Il arrive souvent en effet qu'il n'y ait pas d'actionnaire. C'est le cas des établissements publics et des sociétés ayant pour unique actionnaire l'État. Ok. Le choix des membres des organes d'administration ou de surveillance a été réglementé par la loi du 26 juillet 1983. Ça, c'est en France, en Côte d'Ivoire aussi, je pense que ça existe. Voilà. Relativement à la démocratie du secteur public. 4 catégories de personnes sont prévues. Des représentants de l'État, des personnalités choisies pour leurs compétences particulières, des représentants des salariés et des actionnaires privés pour les entreprises dont le capital n'est entièrement détenu par l'État. Okay. Le nombre des membres des différentes catégories est fixé par la loi. Le mode de nomination diffère selon la catégorie d'appartenance. Les représentants de l'État et les personnalités choisies sont nommés par décret. Les représentants des actionnaires sont désignés par l'Assemblée générale et les représentants des salariés par les salariés eux-mêmes. On va continuer. Voilà, on va continuer maintenant. Le contrôle externe des entreprises publiques. Les organes de contrôle externe des entreprises publiques sont prévus. Il existe une multiplicité de contrôles. Tout d'abord, les entreprises publiques. Les entreprises publiques sont soumises au contrôle des ministres de tutelle. Donc, aussi simple que ça, on se comprend. Les entreprises publiques sont généralement aussi constituées par les ministères, voilà, et les démembrements. Donc, un ministère peut juger bon de créer une entreprise pour la bonne gestion de ses activités et tout ça. Donc, il y a plusieurs entreprises qui sont référées, qui ont été créées par plusieurs ministères que nous connaissons. Donc, on parlera par exemple au niveau de la communication, et donc où il y a des radios, télé, la RTI sans faire de publicité bien sûr, qui existent. Donc voilà, les contrôles, le premier, ça veut dire que le premier contrôleur de ces entreprises-là sont les ministères de référence. Voilà, donc pour dire tout simplement là que tout d'abord les entreprises publiques sont soumises au contrôle des ministères de tutelle. C'est toujours le ministre de l'économie et des finances qui est chargé de la tutelle financière et un autre ministère qui est chargé d'une tutelle dite technique. La détermination de ce dernier dépend de la fonction de l'entreprise. Par exemple, le ministère des Transports était chargé d'Air France et le ministère des Postes et Télécommunications de France Télécom. Ensuite, donc je fais bien comprendre par là, hein, voilà, on continue. Ensuite, contrairement aux entreprises privées, le contrôle des comptes n'est pas effectué par les commissaires aux comptes, mais par la Cour des comptes. Là, on parle des entreprises publiques. Voilà, pour les entreprises privées qu'on va voir très prochainement, voilà comment on crée une entreprise privée, comment elle fonctionne et tout ça.
Là, ce sont les commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes aussi, c'est un organe que nous allons voir qui est très important aussi dans la gestion d'une entreprise. Donc, pour les entreprises publiques, on parle de la Cour des comptes. Selon l'article alinéa du trait et de 133-1 Code des juridictions financières, voilà, au niveau de la France. Donc, on va continuer. Enfin, le Parlement lui-même peut procéder à un contrôle des entreprises publiques. Au sein de chaque assemblée peuvent être constituées des commissions de contrôle qui ont pour fonction de récolter des informations et de rédiger un rapport. Cette procédure a été utilisée notamment à la suite des problèmes financiers du Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais, on a ses démembrements ici, je pense, la SGBCU, bon, sans faire de publicité, on parle des entreprises publiques, voilà, on n'a pas besoin de trucs. Je prends la SGBCU ou la BCC, voilà, qui ont l'air démembrements en Côte d'Ivoire. Donc, on continue. Le régime des entreprises publiques. Les règles propres aux entreprises privées s'appliquent aux entreprises publiques. Le contentieux des entreprises publiques relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Les infractions dans le domaine de la gestion commerciale relèvent du tribunal de commerce. Les litiges avec les clients relèvent du tribunal d'instance ou de grandes instances. Les litiges d'origine salariale relèvent du tribunal de prud'homme. Donc chez nous ici, c'est le tribunal du travail. Donc voilà un peu pourquoi j'ai voulu vous parler un peu de l'entreprise publique. Voilà, c'est pour un peu ouvrir votre esprit en tant qu'entrepreneur, puisqu'en tant qu'entrepreneur, sachez une seule chose qu'il aura, la gestion d'une entreprise n'est pas une mince affaire. Voilà, au niveau juridique, il y a beaucoup de choses à connaître. Donc là, par exemple, je pense pour les jeunes entrepreneurs qui ne savent pas certaines choses au niveau juridique. Et donc voilà, cette partie-là seulement vous ouvre l'esprit pour pouvoir mieux vous orienter en cas de cas. Je vais reprendre là ce paragraphe-là pour que vous compreniez encore là mieux comment en cas de litige, à quelle institution vous devrez vous adresser. Donc on reprend. Le contentieux des entreprises publiques relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Les infractions dans le domaine de la gestion commerciale relèvent du tribunal de commerce. Donc le tribunal de commerce au niveau de la gestion commerciale, quand vous êtes un entrepreneur, que vous gérez votre entreprise, sachez quel que soit le problème commercial avec vos fournisseurs et tout ça, c'est le tribunal de commerce qui est bien placé, orienté pour pouvoir vous aider. Donc c'est à elle que vous devrez vous adresser. Voilà, en cas d'infraction dans le domaine de la gestion commerciale. Donc on continue. Comme privé, ça c'est voilà, public comme privé, voilà, le tribunal de commerce se charge de ça. Quand je dis public comme privé, on parle d'entreprise, hein, bien sûr. Public comme privé, entreprise, voilà, au niveau de la gestion commerciale, c'est le tribunal de commerce qui se charge. Les litiges avec les clients relèvent du tribunal d'instance. Et donc, litige, on entend bien, voilà, les litiges, les discussions, les échanges, voilà, ou de grandes instances, voilà. Les litiges d'origine salariale relèvent du tribunal de prud'homme. Voilà, je pense si je m'exprime très bien, hein, puisque j'ai essayé un peu d'énumérer au niveau du fait que si vous avez des soucis avec comment dirais-je, vos fournisseurs et tout ça, bon, je pense bien que le tribunal d'instance ou de grande instance peut aussi s'en charger, je pense bien. Mais au niveau de la gestion commerciale, peut-être il s'agit même du gérant de vous ou des associés pour une mauvaise gestion et tout ça entre vous. S'il y a des litiges, des problèmes d'infraction, de détournement de fonds, voilà, le tribunal de commerce est mieux placé pour ça. Et pour les litiges entre vous et puis les clients, peut-être qu'on parle de clients, bien sûr, si vous avez des soucis de mauvais produits avec un client, voilà,
le tribunal d'instance ou de grande instance est mieux placé, et avec vos salariés, voilà, le tribunal de prud'homme. Nous allons voir aussi le prud'homme, au niveau du prud'homme, cet organe de prud'homme là, nous allons voir ça aussi. Voilà, dans le droit du travail, bien sûr, pour ceux qui seront abonnés aussi vont suivre cela. Donc, dans le droit du travail, nous allons aussi voir le prud'homme. Je pense que dans le droit du travail, nous allons comprendre beaucoup de choses aussi en tant qu'entrepreneur, ce que vous devrez savoir avec vos comportements, vos droits et devoirs envers vos salariés. Donc, on va continuer. Le recours à l'arbitrage est toutefois plus largement ouvert aux entreprises publiques qu'aux organes du droit public. Ok. Donc, au niveau de l'arbitrage, je pense pouvoir vous conseiller, on fait un peu référence à quoi, la Chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire ici, il y a un service d'arbitrage, je pense, j'ai même un peu égaré le nom. Quand si je me souviens, je vais vous faire part de ça. Voilà, pour pouvoir gérer un peu les problèmes sociétals dans une entreprise. Voilà, la Chambre de commerce et d'industrie aussi est bien placée pour vous aider dans cette option-là. Donc, on va continuer. Le personnel des entreprises publiques. OK. Les personnels des entreprises publiques sont en principe soumis au régime du Code du travail. Ils ne sont pas donc fonctionnaires. Donc on comprend bien. Voilà, c'est ce qui faisait un peu la différence. On se trompait aussi souvent en voyant par exemple des salariés dans une entreprise publique, on dit qu'ils sont des fonctionnaires. Voilà, ici on ouvre les cours, nous ouvre l'esprit, la formation est très importante. Nous allons comprendre ici tout à l'heure, voilà, tout à l'heure, pour vous dire tout simplement que on dit de quelqu'un de c'est un fonctionnaire lorsqu'il a passé un concours de la fonction publique. Lorsqu'il a passé un concours de la fonction publique, c'est un fonctionnaire. Et celui qui a été pris par recrutement ou par nomination, il n'est pas un fonctionnaire. Voilà, c'est un agent de l'État. C'est ce que nous allons voir. Donc, on va repasser sur le personnel des entreprises publiques. Les personnels des entreprises publiques sont en principe soumis aux règles du Code du travail. Ils ne sont donc pas fonctionnaires. Il existe cependant de nombreuses exceptions. On va continuer. Tout d'abord, il arrive que la totalité des agents continuent à être fonctionnaires. C'est le cas de la Poste. Voilà, la Poste au niveau de la France. Malgré son détachement de l'administration centrale et l'adoption de la forme d'établissement public industriel et commercial en 1990, cela vaut également pour France Télécom, devenue une société anonyme en 1997, mais dont le personnel conserve la qualité de fonctionnaire. Donc là, c'est sur certaines exceptions. Et qui continuera à recruter des fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002. Donc là, on se comprend bien où il y a une limite. Ensuite, les dérogations aux droits communs pour le personnel de certaines entreprises publiques sont apportées par certaines dispositions du Code du travail. Notamment les articles alinéa 521-2 et suivant du Code du travail relatif à la grève dans les services publics. Enfin, les dirigeants nommés à la discrétion du gouvernement sont généralement qualifiés d'agents publics. Donc, on dit agent d'État, agent public, comme je vous l'avais dit. Donc, maintenant, on va aller... les contrats des entreprises publiques. Les contrats conclus par les entreprises publiques ne sont pas en principe soumis aux procédures de passation prévues par le Code des marchés publics. Les marchés publics, nous allons aussi voir ça pour ceux qui sont abonnés. Nous allons voir comment le marché public fonctionne et tout, se déroule et tout ça. Voilà, donc abonnez-vous et puis voilà, ensemble on vivra une belle aventure entrepreneuriale là. Voilà. Donc on continue. Ces entreprises sont placées dans la même situation que les sociétés privées. Il n'existe aucune exigence de mise en concurrence et aucune contrainte pour le choix du co-contractant. Voilà, donc on se comprend bien.
sur ce point au niveau des marchés, voilà, pour avoir accès au marché public. Voilà, ces entreprises, on peut, si je veux bien aller dans l'explication, font la même concurrence avec les entreprises privées pour obtenir les marchés publics que l'État, voilà, émet. Voilà, donc on va continuer. Ce principe comporte des exceptions. D'une part, voilà, les exceptions. D'une part, les entreprises publiques locales sont soumises au code des marchés publics. D'autre part, le droit communautaire a exigé pour certains secteurs, télécommunications, transport, énergie et eau, appelés secteurs spéciaux, la mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence au niveau communautaire. Ok, donc on se comprend, on y va. Les biens des entreprises publiques. Sauf hypothèse particulière, comme celle de la concession, l'entreprise publique est propriétaire des biens qu'elle utilise. Par exemple, le réseau ferré de France est propriétaire de l'intégralité des infrastructures de chemin de fer. Ici, on connaît déjà notre réseau ferré, hein, donc on n'a pas besoin de faire de publicité, mais de nommer quelque chose. Voilà. Cependant, un doute persiste quant à l'appartenance de ces biens. Font-ils partie du domaine public ou du domaine privé? Le régime applicable n'est pas le même, notamment en ce qui concerne la possibilité d'aliénation. En principe, lorsque l'entreprise publique est dotée d'une personnalité juridique privée, société commerciale, elle ne peut être propriétaire de dépendance du domaine public. Ainsi, lorsque France Télécom est devenue une société anonyme, les biens appartenant au domaine public ont été déclassés. Seuls les établissements publics peuvent disposer de biens dépendants du domaine public, mais ce ne sera pas toujours le cas. À l'instar des biens des entreprises privées, les biens des entreprises publiques qui font partie du domaine privé sont soumis à un régime de droit privé, celui du Code civil. Ce dernier permet une gestion économique efficace du patrimoine et libère les entreprises publiques des restrictions propres à la domanialité publique. Donc on voit domaine, donc un domaine un peu truc, voilà. Les domaines, on parle de domanialité publique. Et donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui au niveau de l'entreprise publique, son fonctionnement et tout ça. Je pense qu'à partir de là, nous avons pris connaissance. Ce que j'ai trouvé un peu plus utile, c'est au niveau des litiges, au niveau de la juridiction, où il faut s'adresser en cas de litige dans le problème de la gestion, dans le problème avec ses clients et dans le problème avec ses salariés. Et aussi en ce qui concerne les agents qui travaillent dans une entreprise publique. Et donc voilà un peu, voilà c'est ce que je voulais partager avec vous sur Entrepreneuriat TV. Moi c'est tout un entrepreneur. Voilà, Entrepreneuriat TV qui a pour but de faire la promotion de l'entrepreneuriat dans un premier temps, former en entrepreneuriat dans la création et le fonctionnement d'une entreprise, et aussi a pour but de créer un vaste réseau de connexions d'entrepreneurs dans le but tout simplement de faire des affaires. Aussi, elle a pour but de participer à la création d'entreprises. À partir de cette chaîne, vous aurez des indices de création d'entreprises dans tous les domaines et secteurs d'activité. Et aussi, cette chaîne, à partir de cette chaîne, nous allons présenter des problématiques économiques du pays et puis proposer des solutions, afin que, si possible, l'État peut s'en saisir de ces solutions-là pour pouvoir les mettre en application, tout simplement pour notre bien-être. Et donc, sur cette chaîne, vous êtes tous libres de laisser en commentaire tous vos savoir-faire. Si vous êtes une entreprise, si vous avez des produits, des services à vendre, à proposer, vous pouvez les laisser en commentaire et tout ça. Les documents aussi sont là. Si vous en avez besoin, vous pouvez me faire signe par email. Je vais vous les apporter gratuitement. Bien sûr, à partir de cette chaîne, c'est des formations, il y aura des documents gratuits et d'autres qui seront payants. Ces documents payants sont des documents de pointe. Voilà, pour tout entrepreneur utile, malheureusement, qui a été conçu soit par la justice ou par un cabinet de gestion. Donc, c'est ce qui est un peu le but de cette chaîne. Merci d'être toujours avec moi. Abonnez-vous, activez la petite note
des notifications pour ne rien rater de mes prochaines publications. Car sur cette chaîne, nous sommes tous des partenaires d'affaires. Merci de m'avoir suivi.